Eh bien, il semblerait que pour le moment, la vague de chaleur qui a déferlé sur une grande partie de la France semble nous laisser un petit peu tranquille et ce n'est pas plus mal de respirer parce que je pense que les températures risquent très rapidement de remonter les amis et particulièrement dans cette vidéo, dans cette FAQ où je réponds à toutes les questions que vous me posez sur la story de mon compte Instagram Roadsters TV. N'hésitez pas à aller y faire un tour puisque toutes les semaines je prends et bien comme ça les questions qui sont les plus pertinentes, celles qui sont les plus demandées pour y répondre, toujours dans une vidéo qui est faite en live. Donc si vous avez la possibilité de nous rejoindre tous les dimanches à partir de 15 h sur la chaîne YouTube, on discute, on passe un très bon moment. Encore aujourd'hui, ça a été extrêmement sympathique. Et donc voilà, je voulais un petit peu comme ça vous passer le message. On va très rapidement faire un tour sur l'actualité, bien évidemment, du monde de la moto et de la chaîne avant de passer à la première question. Et on a eu quelques petites choses intéressantes, notamment la publication de la dernière FAQ dans laquelle nous avons discuté de cette menace potentielle, ce partenariat historique que Brembo et CF Moto ont signé ensemble et qui est véritablement exclusif dans le monde de la moto. C'est quelque chose qui jusqu'à aujourd'hui n'avait pas été vu, mais surtout annoncé de façon aussi officielle. Il y a eu des choses comme ça un petit peu en coulisses qui ont été faites, notamment par exemple chez BMW. Vous avez été nombreux à me dire que les freins de la R1300R, qui sont faits par Brembo, ont été créés en collaboration avec l'entreprise. Mais là, on a une annonce officielle de partenariat et donc c'est très important de voir les répercussions que ça pourra avoir sur l'industrie de la moto. Et je vous ai également mis un petit essai replay. Vous savez, l'essai replay, c'est le format où je vous republie les toutes premières vidéos d'essai de la chaîne. Ça permet de se plonger un petit peu comme ça dans l'ambiance de l'époque, surtout si vous n'avez pas connu la Roadsters TV à ses tout débuts. Et là, c'est un véritable monstre avec la Indian FTR 1200 que j'avais testé, encore en version pneu un peu dirt track. Je m'étais fait très peur avec la moto. Une machine absolument exceptionnelle, très attachante, qui aujourd'hui n'est plus au catalogue de chez Indian et c'est bien dommage, mais je vous invite à aller la voir si vous ne l'avez pas encore fait, c'est vraiment très marrant. Première question de la part de Henri06420 que je trouve très rigolote aussi, qui me dit « Tu as 12 points sur ton permis ?» Et ça, c'est une question qu'on peut poser forcément à quelqu'un qui non seulement est motard, souvent on aime bien rouler de façon un petit peu dynamique, mais aussi à quelqu'un qui en fait littéralement son métier, puisque moi je roule avec des motos différentes toute l'année, je fais beaucoup d'essais, etc. Eh bien, cela risque de vous surprendre peut-être, mais en effet, j'ai absolument tous mes points sur le permis parce qu'en fait, tout simplement, moi, je suis un motard un peu pépère. Alors, loin de moi l'idée de dire que je n'aime pas de temps à autre me faire plaisir avec une petite accélération vigoureuse. Mais un des trucs qui me sauve, je pense vraiment à ce niveau-là, c'est tout simplement que moi, je suis quelqu'un qui aime beaucoup plus le couple que la puissance. Moi, ce qui me fait kiffer sur une machine, c'est quand j'accélère et que j'ai cette sensation de poussée instantanée et qui ne m'oblige pas à aller chercher des vitesses démesurées ou illégales pour trouver mon kiff. Alors, ça ne veut pas pour autant dire que j'ai pas perdu des points dans le passé. Et des fois, pour des petits excès de vitesse, c'est des choses qui sont arrivées, mais jamais dans des situations extrêmement graves. J'ai jamais eu des retraits de points de 4 ou 5 points par être au-dessus de 50 km/h de la vitesse autorisée. C'est quelque chose qui ne m'est jamais arrivé, mais ça tient énormément à ma philosophie, à ma façon d'approcher la moto. Aujourd'hui, j'ai 12 points sur le permis, mais qui sait, peut-être que demain, ce ne sera plus le cas. En tout cas, aujourd'hui, je croise les doigts, ça se maintient comme ça. Et vu l'importance qu'a mon permis de conduire pour mon métier, on va quand même essayer de le faire durer le plus longtemps possible. Prochaine question de la part de Antoine CPN qui nous dit « Hello, les problèmes d'appro de la R9 sont-ils résolus ?» Et c'est une question qui est extrêmement pertinente puisque vous le savez, la Yamaha R9, la nouvelle sportive de Yamaha, qui est donc aujourd'hui la plus performante, c'est peut-être un peu triste à dire, mais c'est la réalité, en tout cas sur la route, eh bien cette machine a connu énormément de soucis d'approvisionnement, notamment en raison d'un problème lié au châssis de la Yamaha R9. En réalité, ce châssis Delta Box de nouvelle génération, qui, je vous le rappelle, est le plus léger jamais fait sur une moto de la marque au diapason, 9,7 kg, c'est vraiment un truc qui est hyper léger. Eh bien, il y avait des problèmes de fiabilité en sortie d'usine. A priori, un seul châssis sur 2, voire même dans certains cas de figure, j'ai entendu sur 4, sortait fiabilisé, ce qui est bien évidemment totalement impossible à valider. Vous ne pouvez pas laisser des châssis pas homologués ou pas aux normes être mis sur les motos. Et donc, effectivement, c'est ça qui a causé notamment des problèmes sur l'approvisionnement de la Yamaha R9. Je pense que la situation commence à se détendre un petit peu. Maintenant, soyons parfaitement raisonnables et réalistes, on va dire.
La Yamaha R9 n'est pas une machine qui a pour vocation d'être vendue en extrêmement grande quantité. Déjà d'une part parce qu'il y a eu ces problèmes d'approvisionnement, mais aussi parce que c'est une sportive. Et les sportives ne sont pas le cœur de cible de la grosse vente chez les constructeurs. Ça reste une machine d'image avant toute chose, même si elle a le potentiel de se vendre beaucoup plus qu'une Yamaha R1. C'est normal parce que c'est une machine moins chère et surtout qui va avoir un sex appeal, on va dire, un peu plus large parce que justement, elle est moins performante, moins puissante et donc peut-être un peu moins effrayante et impressionnante. Mais ça reste quand même une moto qui n'a pas pour vocation de se vendre à 1500 ou 2000 exemplaires par an. Donc la situation commence à revenir un petit peu plus à la normale. Certaines concessions commencent à en recevoir. Je sais qu'Espace Murit en a eu 2-3 dans les derniers mois. Je pense que ça reste quand même encore un petit peu difficile de l'avoir et ça risque peut-être d'être un peu tendu parce que vous le savez, aujourd'hui, le monde de la moto, le marché moto est toujours extrêmement tendu. Peut-être qu'on va avoir une possible mise à jour de la R9 pour l'EICMA 2026, ce qui nous permettrait de relancer de la prod sur un modèle V2 qui serait peut-être un peu mieux au niveau de l'électronique ou autre. Et ça permettrait peut-être à la machine d'avoir un peu plus d'exemplaires à proposer. Prochaine question de la part de Sakumo97 qui nous dit « Salut, tu penses quoi de la Honda CBR 650R pour un permis A2 ?» C'est une question à laquelle j'ai déjà répondu, je pense, mais il y a longtemps. Revenons-y parce que il est vrai que cette moto, la CBR 650R, est fondamentalement... pas que la CBR 650R, il y a aussi sa cousine, on va dire, Roadster, la CB 650R, excusez-moi. Donc cette machine-là, ce sont des motos qui sont extrêmement intéressantes et assez atypiques dans le domaine des motos à deux parce qu'elles font partie quasiment des seules à proposer du 4 cylindres en ligne. Alors, pas que, puisque désormais nous avons QJ Motor qui est rentré aussi dans cette danse, mais c'est vrai qu'effectivement, à l'heure actuelle, la CBR 650R et la CB 650R sont parmi les seules motos chez Honda et dans les grands constructeurs à proposer cette architecture. Alors, personnellement, je trouve que la CBR 650R et la CB 650R sont des motos extrêmement chouettes. Elles sont plutôt très jolies, bien finies, c'est du Honda dans le texte. C'est des machines qui ont surtout cette philosophie Honda qui reste ancrée comme ça, chevillée au corps du constructeur ailé, qui est que, ce sont des motos, on monte dessus et on a l'impression d'avoir toujours conduit cette machine. La sensation de confiance et de familiarité à bord d'une Honda, elle est toujours inégalée par rapport aux autres marques de moto. Par contre, il y a un truc, moi, sur cette machine qui me pose un peu souci et qui réside en fait finalement dans son originalité dans ce segment-là des motos à deux, c'est que c'est un 4 cylindres en ligne. Et malheureusement, le 4 cylindres en ligne, c'est une architecture moteur fantastique, mais qui s'exprime très très bien dans les tours. Et vous savez où est-ce qu'est bridée votre moto en A2 ? Dans les tours, exactement. Donc ce qui veut dire que une CBR 650R qui va surtout avoir son caractère à haut régime et qui va vraiment pouvoir donner le meilleur de sa personnalité à ce moment-là, ce sera précisément le moment où vous ne pourrez pas l'exploiter. Donc quand vous achetez ce genre de moto, il faut savoir à quoi vous attendre, à savoir des machines qui seront beaucoup moins sensationnelles que n'importe quel bicylindre ou 3 cylindres à peu près équivalent et qui vont finalement vous donner que 40-50% de ce qu'elles sont capables de donner, tandis que les autres vont être quand même un peu plus entières dans leur caractère. Ce qui ne veut pas dire que ce sont des mauvaises motos, loin de là, mais il faut savoir à quoi on s'expose et dans quoi on se lance. Après, il est vrai qu'effectivement, une CBR ou CB 650R en e-clutch par exemple, c'est des motos qui sont extrêmement cool parce que vous n'avez pas besoin d'utiliser votre embrayage, vous pouvez vous en passer totalement, mais quand même vous en servir pour garder quand même l'habitude. C'est des machines qui sont très fiables, aucun problème là-dessus, qui sont très agréables à conduire. Franchement, moi à chaque fois que je suis monté sur ces motos-là, j'ai toujours pris un pied d'enfer. Mais par contre, il faut savoir encore une fois dans quoi on se lance. Si vous, ça ne vous fait pas plus peur que ça au niveau du caractère moteur, allez-y parce que c'est des excellentes motos. Prochaine question de la part de AZN BKA qui nous dit « Bonjour Roadsters TV, quelles sont d'après vous les meilleures entreprises de freins ?» Alors ça, c'est une super question parce que vous savez que ces derniers temps, on a beaucoup parlé notamment de le partenariat entre CF Moto et Brembo. On a beaucoup parlé aussi de Brembo parce que ils avaient lancé leurs nouveaux étriers de frein, les fameux iPure qui sont aujourd'hui les meilleurs étriers de frein grand public. Vous allez comprendre que c'est pas forcément à 100% vrai, mais il y a une grosse part de vérité là-dedans. Aujourd'hui, chez les constructeurs principaux, il existe 3 grands fabricants de freins. Il existe Brembo, qui ici présente leur modèle
grand public le meilleur, à savoir les iPure, parce qu'après, dans le monde de la compétition, il existe des étriers comme les GP4 qui sont encore meilleurs et qu'on peut retrouver sur certaines machines homologuées pour la route, mais du coup, il faut les mettre soi-même. Hein. Vous verrez jamais une moto homologuée pour la route avec ce type de freinage. Vous avez aussi Nissin, hein, qui par exemple est présent sur des machines de chez Kawasaki, mais aussi finalement la CBR 650R que je vous ai montré tout à l'heure. Hein. Ce sont des freins également de cette marque-là. Et puis par exemple aussi Tokiko, par exemple pour la CBR 600RR qui font des freins. Et donc toutes ces marques-là, elles sont présentes dans les freins entrée de gamme, milieu de gamme, haut de gamme, compétition. Et ils font tous un excellent boulot. D'ailleurs, par exemple, la M1000RR hein, chez BMW, qui a des étriers siglés M, sont en réalité des étriers Nissin et qui sont absolument terrifiants. Absolument terrifiants. Et d'ailleurs, il existe après des marques beaucoup moins connues ou qui ne sont pas intégrées directement dans les machines de série parce que ce sont souvent des éléments qui sont beaucoup trop chers et peut-être même un peu trop premium, comme eh bien, la marque française Béringer qui fait des freinages absolument dinguissimes. Mais par contre, attention, hein, on est sur des prix qui sont vraiment très très cher. Le freinage chez Béringer, ce sont des systèmes qui peuvent coûter 1500, 2000, 3000 euros pour installer des freins qui sont magnifiques. Hein. Regardez, vous avez des pièces qui sont absolument merveilleusement bien finies, hein, avec des peintures exceptionnelles. Voilà, ça vous êtes dans la haute couture du freinage et c'est français, donc pour le coup c'est une vraie fierté. Mais aujourd'hui, il n'existe pas de véritable marque de frein qui soit la meilleure. Par contre, il y en a une qui véritablement, on va dire, a la dragée haute en ce qui concerne la popularité et le marketing. Et bien sûr, cette marque-là, c'est Brembo. Aujourd'hui, Brembo, c'est la marque qui est la plus reconnue comme étant le très haut de gamme. Mais ça ne veut pas pour autant dire que les autres ne font pas des choses qui sont équivalentes, voire même dans certains domaines meilleures. Mais en fait, la différence principale entre Brembo et les autres marques de freinage, c'est le marketing, le storytelling et le narratif. Et là-dessus, Brembo sont extrêmement doués, avec notamment des reveals de leur nouveau modèle haut de gamme sur des machines comme la Panigale V4, qui du coup en fait associe toute cette extravagance italienne de Ducati et donc donne un côté ultra premium. Nissin et Tokiko ont toujours été beaucoup moins, on va dire, expansifs là-dessus, beaucoup moins exubérants. Et donc, Brembo, ils ont pris un lead très important et à tel point qu'aujourd'hui, vous le voyez hein, sur cette machine, Panigale V4S, on a le freinage Brembo, mais vous voyez ce qui est là, vous connaissez, attendez, j'essaye de le faire, hein, hop, là, ici, là, ça, ici, bon, j'arrive pas à le faire. La fourche, ça, ici, sur un modèle V4S, c'est une fourche Öhlins, et Öhlins, aujourd'hui, ça appartient à Brembo. Les deux marques sont fusionnées, et donc, ce qui fait que ils ont gagné un savoir-faire et une puissance qui sera très potentiellement mise à profit sur CF Moto, puisque vu qu'ils vont pouvoir accompagner la création de la machine en amont, ils pourront proposer des solutions de freinage, mais aussi de suspension, et donc ça risque de donner des choses très intéressantes. Donc il n'existe pas aujourd'hui de meilleure marque de frein, parce que ça dépend totalement de vos objectifs et de ce que vous recherchez. Par contre, la marque la plus reconnue, la plus populaire, de par notamment un marketing extrêmement agressif et très bien mené, c'est Brembo, sans aucun doute. Dernière question de la part de AZN BK, encore une fois parce que cette question était extrêmement intéressante, j'ai trouvé « Bonjour Hot TV, pensez-vous que Kawasaki puisse renouveler les ZH2 et H2 ?» Et alors là, cette question, j'ai presque envie de dire que c'est la question à 1 million d'euros hein, finalement, puisque vous savez à quel point j'adore la Kawasaki ZH2, c'est une moto dont je suis tombé amoureux quand je l'avais essayée, et malheureusement, la Kawasaki ZH2, elle a un vrai problème. Et ce problème, c'est que la moto, elle est vieillissante. Oui, c'est vrai. La ZH2, c'est une moto qui est sortie, je sais plus, peut-être en 2018-2019, je crois, et elle n'a pas évolué en fait. Elle n'a pas changé. Elle a toujours la même apparence. Elle a eu une version SE, qui est celle qu'on a juste là, qui est sortie 1 an après pour corriger certains des défauts que la version standard avait, notamment une fourche qui avait tendance à se barrer un peu et des freins qui n'étaient pas assez performants. Je vous rappelle que la première ZH2, on était sur des étriers M4.32. On parle d'un monstre de 200 chevaux qui fait 240 kg. Là-dessus, il faut au minimum du stylet-main. Et donc, du coup, on avait corrigé ça, mais depuis, la ZH2 n'a pas
évoluer. Et c'est vrai qu'effectivement, eh bien, aujourd'hui, il y a des machines qui sont sorties chez Kawasaki, notamment au niveau des roadsters, qui ont une tendance un petit peu à la rendre un peu obsolète, cette ZH2. Notamment cette Z1100 qui, en termes de gueule, d'esthétique, le retour du Tsugomi, eh ben, elle donne plus envie. Alors, elle ne fait pas la même puissance, pas la même performance, mais elle a un côté plus frais, plus moderne. Et puis, il n'y a pas que ça. Il y a aussi le fait que la machine, elle a mis à jour sa technologie comme l'écran, chose que la Z900 avait inaugurée, et qui font que du coup aujourd'hui quand vous allez regarder une ZH2, même une SE, et que vous vous amusez à vous balader notamment au niveau de l'écran, vous avez le vieil écran de la Z650, une technologie qui mériterait d'être dépoussiérée, peut-être des nouveaux éléments à mettre au niveau de la partie cycle, qui font que, oui, ce serait bien d'avoir une mise à jour de la ZH2. Alors en ce qui concerne après les autres motos compressées de la gamme, vous avez la H2, donc là je vous montre la H2R, mais c'est vrai que la H2 elle est plus au catalogue, elle n'est pas passée sur les normes d'homologation Euro 5+, parce que la H2R elle n'est pas homologuée pour la route, donc la question se pose même pas. Et on a effectivement la H2SX qui elle pour le coup a un petit peu plus évolué, elle a eu des mises à jour quand même relativement récentes avec ce bel écran, on a le régulateur de vitesse adaptative, donc c'est une moto qui a un petit peu mieux accompagner, on va dire, l'évolution des années. Je pense honnêtement qu'on risque d'avoir, pour l'EICMA 2026, une annonce de Kawasaki en ce qui concerne la ZH2. En tout cas, je l'espère sincèrement, mais il est temps. Il est temps de faire la mise à jour. Et c'est vrai que cette année, on n'a pas eu de grosses bécanes annoncées et remises à jour chez Kawasaki. On a eu la Z1100, mais la Z1100, c'est finalement une Z1000 recarrossé, retravaillé, mais c'est un peu ça. Il n'y a pas véritablement de grosses annonces. La Z900, c'était l'année dernière, si je dis pas de bêtises. Donc, on a un trou d'air, un appel d'air, dans lequel Kawasaki serait bien avisé de s'engouffrer parce qu'il est temps et qu'on a un marché ultra concurrentiel avec une Honda V3 RI compressor qui risque d'arriver pour bousculer peut-être un peu l'ordre établi des hyper roadsters japonais. Donc, une ZH2 mise à jour et annoncée à l'EICMA 2026, j'y crois énormément et je pense qu'honnêtement la machine n'a pas énormément à faire pour redonner en fait du baume au cœur à ses fans. Une nouvelle gueule, une nouvelle tête de fourche, plus Tsugomi, plus agressive dans l'âme, un échappement un peu retravaillé, quelques kilos gagnés et un nouvel écran. Et déjà, je pense qu'on pourra de nouveau parler avec plaisir de tester, d'acquérir une moto comme ça. Je pense que ça posera aucun souci. Mais voilà, il faut qu'il le fasse. Et ça, c'est entre les mains des Verts d'Akashi. Voilà en tout cas les amis pour cette FAQ. On en a terminé pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine. Alors, la semaine d'après, par contre, je serai absent quelques jours, il n'y aura pas de FAQ, mais on en aura quand même encore une dernière. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de tous ces sujets en commentaire. Et puis, écoutez, j'ai un petit essai à vous livrer d'une RS660 qui arrive dans un jour ou deux. Vous allez voir, ça va être très très cool. Et en attendant, prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao!